Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, on va parler de chimie, on va parler de citoyenneté, on va parler de politique, on va parler d'engagement citoyen, d'entreprise, on va parler de jeunesse, on va peut-être parler de l'avenir, sûrement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 Voilà, pendant le générique, les derniers préparatifs se font, on arrange la robe et on sourit, on se met en forme. Ça va bien se passer, mesdames. Comment ça va? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour. Louane, comment ça va? Ça va et toi, Barbara? Anne-Laurence, comment ça va? Très bien. Allez, on est détendu, l'avion a décollé pendant 1 heure. Je vais vous présenter mes invités. Non, elles vont se présenter comme d'habitude. Alors, on commence par les plus jeunes. Louane, l'aventure Nestoré. Je devrais dire bonjour, Madame la maire. Comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va? Ça va, merci Ça beaucoup. va bien? Oui. Bon. Est-ce que tu es contente d'être là? Oui, très. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. À ma droite, il y a Anne-Laurence Ebader. Comment ça va, Anne-Laurence? Très bien. Ça va bien? Ouais. Bon, merci. Je sais que tu n'aimes pas être devant les caméras, mais bon, c'est important parce que dans cette émission, on veut que les femmes parlent de ce qu'elles font. Et les femmes en Martinique, qui sont très nombreuses, font beaucoup. On va le voir avec vous. Donc, la plus jeune, Louane, qui va nous parler un petit peu de ses engagements. Et puis, toi, Anne-Laurence, tu vas nous parler aussi de qui tu es et puis de tes engagements. Je vous laisse vous présenter, mesdames. Louane. Donc, je m'appelle Louane l'Aventure Nestoré. Alors, je vais parler très vite. Pardon. Louane. Je m'appelle Louane l'Aventure Nestoré. Les jeunes parlent très vite maintenant. Oui. J'aurai bientôt 14 ans. Et depuis février, j'ai eu l'honneur d'être élue maire junior de la ville de Fort-de-France. Et tu as 14 ans, donc ça veut dire que tu es collégienne. Exactement, j'entre en 3e en septembre. Donc, ça va être une année assez chargée. C'est des affaires sérieuses qu'il commence là. Exactement, avec mon rôle et le brevet des collèges qui va avoir lieu à la fin de mon année. Le DNB, c'est ça, le diplôme national du brevet. C'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Donc, ça va être une année assez chargée et je suis ravie d'être là pour en parler. Très bien. Donc, tu arrives à t'organiser. Oui, j'ai la chance d'avoir l'aide de mon entourage. Oui. Donc, j'arrive à tout bien assimiler et bien mettre là où il faut mettre. Bon, on va parler un petit peu de tes attributions, de tes prérogatives, de ton programme aussi. Est-ce que c'est quoi? C'est une action citoyenne ou c'est déjà de la politique, ça? On va dire que c'est les deux. On fait de la politique et des actions citoyennes, vu que notre rôle au sein de la mairie, c'est d'agir pour les jeunes qui habitent et côtoient la mairie de Fort-de-France. Donc, c'est citoyen et politique. Elle est incroyable, hein? Tu ne savais pas qu'il n'y avait pas de jeunes maires, de maires juniors? Non, tu ne connaissais pas cette institution-là? Non, je découvre. Alors, il y en a en Martinique. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Il y en a dans certaines communes, pas toutes. Je ne saurais pas te dire lesquelles, mais il y en a dans certaines communes. Oui, il y a des maires juniors dans certaines communes aussi. Bon, donc, alors, Anne-Laurence, toi, tu n'es pas mère junior, mais tu es maman. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Anne-Laurence Ebader. Je suis chef d'entreprise. Je suis également présidente d'association, l'association Réseau Entreprendre. Et je suis mère de famille. Tu as quelques enfants? J'en ai quelques-uns. Des filles et des garçons? Oui, j'en ai 4, oui. Voilà, qui pourront peut-être suivre le parcours de Louane. Ah oui, pourquoi pas. Avec plaisir. Et alors, donc, tu es membre et présidente depuis 2 ans. Depuis combien d'années, Réseau Entreprendre? Alors, je suis membre depuis 2 ans et demi et présidente depuis 1 an. D'accord. Et donc, tu es chef d'une entreprise, qui est une grosse entreprise, qui est une entreprise familiale, en 2 mots, donc c'est l'entreprise de... Alors, c'est le groupe Fontaine, c'est un groupe de PME. Et donc, c'est en effet une entreprise familiale que mon père a créée et que mon frère et moi-même avons repris il y a 14 ans pour moi et une vingtaine d'années pour mon frère. Et qui emploie plus de 1000 personnes. Oui, on emploie beaucoup de salariés. En fait, on fait du multiservice, donc du nettoyage, des espaces verts, de la sécurité, voilà, des prestations de services pour les professionnels. Et donc, on a beaucoup de salariés. Tu as vu, donc, elle est chef d'entreprise d'un grand groupe et puis elle a l'air toute timide comme ça. C'est incroyable, hein? C'est vrai, c'est assez étonnant, Oui. quoi. C'est vrai. Et puis elle n'aime pas passer à la télé, mais elle a des responsabilités. Et elle va nous parler un petit peu de ses responsabilités et de comment, d'ailleurs, comment on aborde toutes ces fonctions. Parce que tout à l'heure, Louane nous disait, bon, elle va rentrer en 3e, c'est une année un peu chargée. Et puis il y a aussi ses responsabilités de mère junior. Toi, tu es maman, tu es chef d'entreprise. Tu es aussi à la tête de cette association. C'est pas évident, ça. Hein.
Et c'est un choix, quoi. Pourquoi tu fais ce choix-là? Ce choix d'être multicasquette et puis d'avoir des petits yeux des fois, peut-être. Oui, oui, oui. Mais je pense que comme tout le monde, je recherche du sens. Je recherche du sens à ma vie. Alors, pour moi, le premier sens, c'est quand même mon rôle de mère. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, j'y consacre du temps. Et ensuite, j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir reprendre un groupe familial. Tout le monde n'a pas cette opportunité, donc je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir le faire. Et ce qui se passe, c'est que ce groupe m'a permis de m'épanouir au niveau professionnel, mais j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin dans mon engagement et donc dans mon épanouissement en faisant de l'associatif. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans une association, on va dire professionnelle, puisque c'est une association de chefs d'entreprise. Ton bonheur passe donc par la satisfaction de besoins personnels et puis un engagement collectif. C'est aussi ton cas, non? Oui. Parce que tu aurais pu être avec tes copines sur TikTok et WhatsApp en disant non, mais non. Enfin, tu fais autre chose de ton temps libre puisque tu t'engages aux côtés des autres. Et c'est pas banal, ça, quand même. Oui, c'est vrai. J'ai toujours dit que j'aimerais changer certaines choses dans ma vie, dans mon entourage. Et quand on m'a donné l'occasion de le faire, j'ai pas hésité. Qu'est-ce que tu veux changer d'abord? Si tu avais cette baguette magique de Mère Junior avec tes super pouvoirs de Superwoman, tu changerais quoi? J'ai toujours trouvé que Fort-de-France ne faisait pas rien, mais très peu d'actions en faveur des jeunes. Je me dis que peut-être que Fort-de-France devait s'intéresser à la nouvelle génération, donc nous. Et c'est ce que j'aimerais changer avec mes camarades au conseil municipal des jeunes. Donc là, on commence à rentrer dans les actions. Attends, tu vas nous parler de ton programme. Bien sûr. Juste après le focus, on s'arrête 2 secondes pour parler d'un sujet, à mon avis, qui va vous intéresser. Alors, je voudrais qu'on revienne, parce qu'on a déjà abordé cette question-là il y a quelque temps, dans Forme sur le droit à l'avortement. Parce qu'il y a une décision qui a été prise par la Cour suprême des États-Unis en juin, donc qui revient sur un arrêt. Et désormais, il y a plusieurs États américains qui interdisent l'avortement. Et alors, au moment où on enregistre cette émission, il y a cette actualité qui est absolument incroyable d'une petite fille de 10 ans. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, une petite fille de 10 ans qui a dû quitter son État, donc de l'Ohio, pour aller se faire avorter, alors même qu'elle était enceinte, elle est tombée enceinte à la suite d'un viol. Et alors, ça me donne l'occasion, en fait, donc il y a plusieurs États aux États-Unis donc, qui interdisent, qui rendent l'avortement illégal. Et je voulais juste faire un petit point vite fait sur finalement tous ces pays, parce qu'il y a beaucoup de pays, en fait, qui considèrent que l'avortement est illégal, qui punissent l'avortement, et y compris d'ailleurs dans des conditions où les femmes ou les jeunes filles tombent enceintes de façon dramatique, comme cet enfant de 10 ans, qui finalement a pu quand même se faire avorter, puisqu'elle est passée dans un autre État. Et alors, je crois que c'est sur le site Le Monde que je recueillis en fait ces informations sur le fait que dans le monde, 40% des grossesses se terminent par des avortements. En fait, 40% des grossesses se terminent par des avortements, mais il y a toujours beaucoup. Voilà, il y a quand même 25 millions d'avortements dangereux qui sont pratiqués dans le monde, et c'est la 3e cause de mortalité maternelle. Par exemple, dans la Caraïbe, d'après toi, Louane, est-ce qu'il y a plus de pays qui autorisent l'avortement que de pays qui l'interdisent? Selon moi, j'espère qu'il y a plus de pays qui autorisent l'avortement. Qu'est-ce que tu en penses, Anne-Laurence? Je me dis que si tu poses la question, c'est que la réponse doit être surprenante. La réponse, c'est que dans la Caraïbe, l'avortement est autorisé en toutes circonstances dans 8 pays. Donc c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, donc des pays, des départements au territoire français, la Barbade, Cuba, Porto Rico et le Guyana. Le reste des pays, par exemple comme la Jamaïque, mais dernièrement j'ai récupéré cette information-là, par exemple dans un journal jamaïcain, l'Observer, le Jamaican Observer, donc qui rapporte que très récemment, le très réputé docteur Michael Abrahams il exhortait ses pairs, donc les autres gynécologues comme lui, à être bienveillants et empathiques avec les femmes qui voudraient se faire avorter. Parce que bien sûr, elles ne viennent pas se faire avorter de gaieté de cœur. Quoi. Si elles se font avorter, c'est qu'elles ont du mal elles ont des difficultés pour garder leur enfant. Et en fait, donc, l'avortement est interdit en Jamaïque. Donc la plupart des pays, en fait, l'interdisent. Et néanmoins, en Jamaïque, il y a 22 000 avortements qui sont pratiqués.
Le problème, c'est que les avortements sont pratiqués des fois dans des conditions dramatiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette info-là? Est-ce que c'est vrai que tu es jeune, hein? Est-ce que c'est un thème qui t'a déjà intéressé? Est-ce que Oui, surtout quand j'ai entendu cette actualité avec cette jeune fille, je me suis dit que ça aurait pu très bien être une de mes camarades ou une jeune fille que je connais. Et que si, à l'issue de ce qu'elle a vécu, elle l'aurait aimé, je sais que je l'aurais soutenue. Et même si je suis jeune, je pense que chaque femme a le droit de choisir ce qu'elle veut infliger ou non à son corps. voilà, chaque femme est responsable de son corps. C'est un discours que tu entends, Anne-Laurence? Tout à fait, tout à fait. Je trouve qu'aujourd'hui, en 2022, c'est regrettable que ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe dans beaucoup de pays, hein, tu l'as mis en 40% lumière. des femmes 40% des femmes vivent dans un pays où l'avortement est interdit. C'est extrêmement choquant parce qu'on parle beaucoup effectivement de la vie potentielle, hein, Oui. du fœtus dans le ventre, mais très souvent, les mêmes qui en parlent oublient la vie des femmes, Bien la vie sûr. des femmes qui est en danger en permanence quand on parle d'avortement, et puis de manière générale, le droit des femmes. Et puis c'est le corps des femmes. Ouais. Mais c'est le corps des femmes. C'est-à-dire que les gens qui décident que, OK, on peut être pro-life, éventuellement on peut être pro-life, mais c'est le corps des femmes. Ça. Et en plus, une enfant de 10 ans qui a été violée, quoi. Qui a été violée. C'est ça. Ouais. C'est ça, quelle que soit la raison de l'avortement, il est interdit dans Oui. beaucoup de pays. Oui. Et ça c'est extrêmement choquant. Et ça l'est encore plus quand ça se produit dans un pays comme les États-Unis, qui a autant d'influence finalement Oui. dans le monde. Exactement. Ça fait peur. Mais les raisons, en fait, de cette... l'influence, en fait. En Amérique latine, il y a beaucoup de pays qui interdisent l'avortement. Or, parfois, il est autorisé, mais il est autorisé dans des circonstances extrêmes. Par exemple, au Brésil, il est normalement interdit, sauf quand, effectivement, il y a du viol, etc. Mais un pays comme le Salvador et le Honduras, ces pays-là ont renforcé la sévérité des peines qu'encouraient les personnes qui recouraient à l'avortement ou bien qui le pratiquaient. Mais en fait, on se rend compte, c'est quoi les influenceurs, entre guillemets, dans le mauvais terme, cette fois-là? C'est quoi? C'est les L'État. traditions, l'Église aussi, la religion, la religion très, très forte. Et voilà, donc bon, c'est vrai qu'on assiste là, il y a eu un retentissement extraordinaire avec cette décision de la Cour suprême, mais c'est vrai qu'on assiste à une espèce de régression, quoi. Ouais, régression des droits des femmes. Et il semblerait que les États-Unis, enfin en tout cas que les républicains qui ont poussé dans cette direction, que la prochaine étape sera la contraception. Et qu'on fasse marche arrière également sur les différents moyens de contraception autorisés aux femmes. Ce qui est... C'est un sujet pour la très mère difficile. junior de préoccupation. Oui, oui. Surtout quand je pense à cet enfant et quand on dit que c'est encore qu'une enfant, justement, et qu'elle va infliger ça à son corps sans même savoir que ça encourt quelque chose, sa vie va changer, son corps va changer, et qu'on lui empêche ça alors que ce n'est pas quelque chose qu'elle a souhaité, ce n'est pas non un écart de sa part, mais que malgré ça, on l'empêche de faire ce qu'elle veut. Ok. On va s'arrêter là et puis on va reprendre le cours de vos vies, de vos parcours, juste après ce petit jingle mots de femme. Retour, alors on fait nos petites cuisines là pendant le jingle. Retour sur le plateau, mais non, il ne faut pas croiser les bras devant le micro, c'est ce qu'on se disait. Merci en tout cas d'être avec nous. Donc, Forme, je reçois Louane et Anne-Laurence. Anne-Laurence, donc, tu es présidente de l'association Réseau Entreprendre. C'est une association qui fait, j'emploie un terme que tu vas nous expliquer, du mentoring d'associations, donc qui accompagne les associations qui se créent, ou pas que, hein, vous n'intervenez pas que en création d'entreprise. Non. Alors, on est une association de chefs d'entreprise. On est à peu près 70 dans l'association. Et on accompagne les créateurs d'entreprises, les repreneurs également d'entreprises, et puis les développeurs. Et l'accompagnement se fait à la fois au niveau financier, puisqu'on accorde donc à nos lauréats, hein, c'est-à-dire à ceux qui sont accompagnés par nous, on accorde des prêts d'honneur, donc des prêts sans intérêt, sans garantie. Et l'accompagnement se fait également au niveau humain, c'est-à-dire que des chefs d'entreprise membres de l'association, donc des chefs d'entreprise expérimentés, vont accompagner les nouveaux chefs d'entreprise ou les repreneurs pendant 2 ans, à raison d'une rencontre par mois. Donc pendant 2 ans, le chef d'entreprise expérimenté va conseiller, il va faire du mentoring, du coaching parfois, hein, quant à la posture de chef d'entreprise. Il va le conseiller en cas de difficulté, il va lui faire presque un retour d'expérience sur ses propres difficultés à lui, de sorte que le nouveau chef d'entreprise soit plus fort,
plus solide dans sa posture de chef d'entreprise. Combien de personnes vous accompagnez par an? On accompagne une douzaine de chefs Donc d'entreprise vous donnez par an. le temps, quoi. Vous dégagez des ressources pour pouvoir Oui, le oui, faire. oui, oui. Mais les gens qui viennent toquer à la porte du réseau Entreprendre, dans quelle situation sont-ils? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher d'abord? Est-ce qu'ils viennent chercher d'abord du financement? Ces prêts, ces fameux prêts? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent bonjour Anne-Laurence, me voici. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils viennent chercher ce mentoring. Ils viennent chercher cette présence en fait du chef d'entreprise expérimenté à leur côté, mais également cette présence de l'association, parce qu'au-delà de l'accompagnement, on est tout un écosystème de chefs d'entreprise portés par des valeurs, donc valeurs de bienveillance, de solidarité notamment. Et on dit souvent que le chef d'entreprise est seul dans sa fonction, parce que finalement, il porte la responsabilité juridique, la responsabilité financière. Donc, quand il y a des difficultés, c'est lui qui encaisse. Et au sein de l'association, il ne sera pas seul. Il ne sera pas seul parce qu'il aura son accompagnateur, d'une part, mais il aura également tous les autres chefs d'entreprise, à la fois les membres qui sont expérimentés, mais également les autres lauréats qui, comme lui, créent, comme lui, sont des jeunes chefs d'entreprise et donc qui appréhendent les mêmes difficultés sur le même territoire. Donc, je pense que le porteur de projet, il vient chercher d'autres personnes qui vivent la même chose que lui. Ils viennent chercher du soutien, tout simplement. Mais ce sont des gens, ce sont de jeunes créateurs. Ce sont des gens qui sont, des fois, même si l'entreprise n'est pas juste en création, en lancement, mais qui sont à leur première entreprise, ou ce sont des gens. C'est quoi leur profil en fait? Ce sont des gens qui ont fait des études, de commerce ou pas du tout, des gens qui ont changé de branche? On a tout. On a vraiment tous les cas de figure. Déjà, on a tous les âges. Ensuite, on a effectivement des personnes qui ont le profil école de commerce, mais qui ont quand même besoin de ce soutien. On a des personnes qui connaissent un métier et qui veulent devenir chef d'entreprise par rapport à ce métier, à cette expertise qu'ils ont. Donc, pour le coup, eux, ils n'ont pas de formation de chef d'entreprise. Ils ont vraiment besoin de cette expérience de chef d'entreprise. On a des personnes qui veulent changer de voie, beaucoup, ces 2 dernières années, avec le Covid, avec cette quête de sens. On a beaucoup de personnes qui ont démissionné et qui ont voulu, qui avaient cette idée en tête depuis longtemps. Et puis le Covid, les confinements ont été une forme de déclic et leur ont permis de se lancer dedans. Donc on a vraiment des profils très, très variés. Toi, tu veux être chef d'entreprise, Louane? Non, pas trop. Pas pour l'instant, en tout cas. Qu'est-ce que tu te destines à quoi? Pour le moment, en tout cas, ce qui me passionne vraiment, autre que la politique, c'est l'enseignement. D'accord. Et plus spécifiquement les maths. Oui, exactement. C'est ce que tu disais. Tu as parlé aussi du journalisme. Oui, c'est vrai que j'ai toujours vu le journalisme comme un travail à 2 facettes. C'est-à-dire que j'apprends et à travers mon métier, je fais apprendre aux autres ce que j'ai appris. C'est toujours ce qui m'a passionnée. Et quand j'ai grandi, les maths ont toujours été une matière qui m'ont intriguée. Parce que je trouve que c'est une matière assez importante. Bon, j'avoue que je ne brille pas en maths. C'est une matière assez importante, mais je me dis que si on arrive à changer quelques méthodes d'enseignement selon la personne qu'on a en face de nous, je suis sûre que les maths seront une matière qui pourront passionner beaucoup d'autres jeunes comme moi. Parce que c'est vrai qu'en fait, on a peur des maths. Moi aussi, j'étais assez nulle en maths. Et puis on se fait un monde des maths, alors que je ne sais plus qui disait, tout est mathématique en fait. Oui, tout est mathématique. Et donc toi, même si tu n'es pas bonne là, tu veux devenir bonne pour pouvoir être prof. Oui, je me dis que si j'arrive à changer quelques méthodes, je suis sûre que, entre guillemets, mes élèves brilleront en maths. D'accord, donc tu vas t'appliquer, d'abord il va falloir que tu t'appliques à toi-même. Moi, en maths, voilà, oui, exactement. Donc c'est quoi tes objectifs là pour le DNB, le brevet l'année prochaine? L'avoir. Elle s'avance pas. L'avoir et je vais travailler davantage pour l'avoir avec mention. Alors c'est vrai que dans une précédente émission, on parlait de la médaille Fields et d'une lauréate, donc qui est une femme, qui est une Ukrainienne, et on parlait aussi du niveau en maths, en fait, et notamment du niveau de recrutement. Il semble qu'il y ait vraiment de grosses difficultés à recruter des professeurs de maths, et donc je pense que tu seras la bienvenue. Tu la trouves incroyable, Anne-Laurence? Je suis impressionnée. Pourquoi? Alors, déjà, je trouve que vouloir enseigner, c'est bien, c'est important. Tu le disais, il y en a de moins en moins qui veulent le faire, en tout cas par vocation. Donc, je trouve ça courageux. Et donc, bravo pour cela. Ensuite, choisir les maths alors que ce n'est pas ta matière de prédilection, c'est courageux aussi. C'est très, très courageux.
Et puis vouloir travailler sur la forme finalement de l'enseignement, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'effectivement la façon de faire parfois change la donne. Donc je trouve que pour ton jeune âge, avoir cette maturité d'analyse, c'est extrêmement impressionnant. Bravo. C'est presque une façon de fonctionner de chef d'entreprise, quoi, de vouloir Ouais, innover. Tu vas créer, à mon avis, tu sais quoi? Tu vas créer une start-up ou changer pour avoir des espèces de logiciels ou de tutos pour pouvoir améliorer. C'est ça, tu sais que tu vas devenir chef d'entreprise. Mais toi, tu es une matheuse, toi. Oui, à la base, je suis d'autant plus heureuse d'entendre le projet de Loane. Oui, moi, à la base, je suis une scientifique. Oui. Donc, j'ai une formation assez classique de classe préparatoire, école d'ingénieur. Et ensuite, j'ai choisi la voie de la chimie par passion, en fait. Hein. J'ai toujours été attirée par la chimie. Et donc, je me suis lancée. Effectivement, je suis ingénieure chimiste. Alors, la chimie, c'est quoi? C'est Na plus je sais pas quoi qui font le précipité. C'est ça, non? Mais tu te destines à quoi? Tu te destines à la recherche? Parce que chimiste, pour moi, c'est moi qui n'y connais rien, c'est la recherche, c'est des choses un peu de sciences fondamentales, non? Ouais, mais alors, moi, c'est j'aime bien comprendre. l'industrie pharmaceutique, peut-être, non? C'est un petit peu tout ça. La chimie, c'est très large. Hein. C'est à la fois la chimie des procédés, c'est-à-dire comment fonctionnent les fluides dans les usines. C'est à la fois la chimie nucléaire, c'est-à-dire l'étude de l'atome. C'est à la fois également la chimie des matériaux et puis la chimie du vivant, c'est-à-dire la chimie organique, les synthèses organiques, comment les molécules s'assemblent en fait pour créer toutes sortes d'objets, de matériaux. Et moi, c'était cette partie qui m'intéressait parce que j'aime comprendre la création des choses. Et j'y suis allée par pure passion parce que je savais déjà à l'époque qu'en Martinique, il n'y avait pas beaucoup d'issues pour les chimistes, mais j'avais vraiment envie de le faire. Donc j'y suis allée et puis après, c'est vrai que j'ai un peu dévié vers le management et la stratégie d'entreprise. Tu as rajouté une couche quand même, C'est management, ça. stratégie d'entreprise, C'est ça. école de commerce ou MBA, quelque chose comme ça? Ouais. J'ai fait un master en école de commerce. Ouais. Tu as fait combien d'années d'études? En lot. Non, j'en ai fait 6. Ah oui, d'accord. Non, 6. Mais donc tu as une base technique et puis derrière, tu as rajouté une base un peu commerce management. Voilà. Parce qu'on ne s'invente pas chef d'entreprise aussi. En fait, dans ton cas, non? Alors, je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut une personnalité. Parce que il ne suffit pas de faire une école de commerce, il ne suffit pas d'avoir des connaissances en management. Je pense que la personnalité compte. Et puis, bien évidemment, c'est comme pour tout, le savoir a toute sa place. Donc, il faut aller au banc de l'école et apprendre. Donc, moi, j'ai un père qui était entrepreneur. Donc, il m'a un petit peu montré pendant toute mon enfance comment faire et il m'a donné envie. Mais je ne voulais pas y aller en étant seulement ingénieur. J'avais quand même besoin, je ressentais le besoin d'avoir tout ce bagage gestion, management, stratégie d'entreprise pour être plus à l'aise, tout simplement, et puis plus légitime aussi. C'est important. Et donc, Anne-Laurence, c'est leader, donc tu es obligé, parce que tu as la tête de 1200 personnes, tu ne t'improvises pas, coucou, faites ça. Et toi, tu es leader aussi. Est-ce que finalement, dans cet engagement citoyen qui t'amène à briguer ce mandat de maire, ce mandat de 2 ans, 3 ans, 3 ans, tu vas nous raconter un petit peu le processus, les modalités d'élection, etc. Mais est-ce que c'est ça aussi qui t'a intéressé, exercer un leadership? Madame la maire, vous, tu as l'écharpe et tout, quoi, quand même. Non, honnêtement, non. Non? C'était pas du tout dans cet objectif-là que j'ai fait toute cette démarche-là, pas du tout. C'est juste, comme je l'ai dit et que je le redirai à chaque fois qu'on me posera la question, c'est que je veux changer la ville dans laquelle je suis née, j'ai grandi et que je pense que je vais côtoyer encore pendant des années pour qu'elle soit plus attirante, on va dire, au niveau des jeunes. Ouais. Donc, c'était quoi le processus? Parce que j'ai lu que vous étiez 33, il y a 33 candidats. Exactement. Alors moi, ça a commencé... C'est pire que les dernières élections. Moi, ça a commencé, notre chef, notre directrice dans mon établissement du collège a réuni tous les délégués de 6e à la 3e et nous a parlé d'un conseil municipal junior au sein de la mairie de Fort-de-France et qu'on avait peut-être des chances d'être élu maire junior. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite foncé. Et il y avait une autre qui avait aussi voulu être, donc elle m'a sélectionnée. Et on a eu une première sélection au Grand Carbet, donc 10 personnes, 5 filles et 5 garçons. À l'issue de ça, on a eu plusieurs activités, comment parler devant un public, le ton qu'on doit avoir quand on parle. L'éloquence. Exactement, la gestion de son corps. Du stress, tout ça. On a eu plusieurs activités ensemble pour nous préparer au jour de l'élection. Donc, les 10 sont passés et ont présenté leur programme. Il y a eu un premier tour. Et mon premier adjoint et moi-même avons été sélectionnés. Et
à l'issue du deuxième tour, j'ai été sélectionnée. Enfin, j'ai été... Mais alors, tu as travaillé sur un projet, tu as travaillé sur une thématique que tu es venue défendre peut-être? Exactement. J'avais en tête un projet en 5 étapes. Donc, mes étapes étaient l'orientation, le patrimoine, la solidarité, le sport et la santé, le développement durable. Donc, le jour de mon élection, j'ai défendu mes idées en disant que je voudrais faire ça avec je voudrais faire ci avec ci. Et voilà. Et alors, j'ai vu aussi que vous avez mené... Alors, ton conseil municipal, c'est combien de personnes? Alors, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on est 24-26 en tout. D'accord, donc vous êtes déjà réunis depuis le 20... Tu nous as parlé de... Oui. Vous avez mené une action avec les femmes en situation de précarité, les femmes SDF et les femmes en asile. En asile? En assise, pardon. Assise, à l'assise. À l'assise, d'accord. Pardon. Et donc ça consiste en quoi? Donc vous avez eu une manifestation, comment tu as travaillé donc, sur cette question, cette thématique? Au début, on a eu l'idée parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entre nous avaient parlé de solidarité et d'aider les personnes qui ont du mal à s'en sortir. Donc on s'est dit, on est le 8 mars, les femmes SDF, et ben voilà, on a trouvé notre sujet. Donc on s'est dit qu'on allait faire une récolte, ce qui s'est passé. Donc pas mal d'associations sont venues nous donner. Certaines personnes qui passaient à Fort-de-France sont venues nous donner. Donc on a fait des récoltes. Ensuite, on a fait la confection. Des récoltes de quoi? Des récoltes de vêtements, des récoltes de biens, produits hygiéniques, tout ce qu'il fallait. Une fois la récolte faite, on a fait la confection des boîtes qu'on devait remettre. Et ensuite, la remise avec des poèmes, des discours. Et puis, pour terminer cette magnifique action, on a pris une petite collation avec les femmes qui étaient présentes ce jour-là. Et alors, donc, comment tu animes? Donc, il y avait cette action donc, que tu as menée autour du 8 mars. Exactement. Ton conseil municipal se réunit quoi? Tous les mois, tous les 2 mois? Alors, pour l'instant, j'avoue qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se réunir pour parler de nos projets parce qu'on apprend à se connaître. Parce qu'il faut bien qu'on se connaisse les uns les autres avant de mener n'importe quelle action. Donc là, on apprend déjà à se connaître et puis au fur et à mesure, les actions vont arriver. D'accord. Et tes priorités, c'est quoi du coup? Donc, tu nous as parlé, donc c'est les jeunes globalement, rendre cette ville plus attractive. Donc, au niveau des actions, en fait, des opérations sur le terrain, donc tu as dans ta tête, qu'est-ce que tu envisages? J'ai déjà pas mal d'idées, surtout au niveau du patrimoine, parce que je trouve que Fort-de-France est une ville qu'on côtoie beaucoup, mais que je pense très peu ne connaissent leur histoire, surtout au niveau de ma génération. Donc, j'espère soumettre cette idée-là à mon conseil et qu'on pourra faire des choses intéressantes autour de ce sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la jeunesse, Laurence, beaucoup de la jeunesse, et on a l'impression que la jeunesse, c'est difficile, il y a des problèmes de chômage, ils partent, ils ne reviennent pas, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ce prisme-là, en fait, sur cette jeunesse, enfin, qui est une partie de la jeunesse, effectivement, martiniquaise. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que, bon, peut-être Louane est représentative même du groupe avec lequel elle évolue, mais il y a plusieurs jeunesses, en fait, c'est ça? C'est ça. Je pense qu'il y a une grande diversité de jeunes. Il y en a je pense, qui sont un peu perdus, en fait, qui n'arrivent pas à se projeter dans un avenir, ceux qui vivent dans des conditions difficiles, dans des conditions de précarité. Je pense qu'il y en a, comme Louane, qui se débrouillent très bien et qui, je pense, feront avancer la Martinique. Et quelle que soit la jeunesse, je pense que c'est important, en fait, d'y consacrer du temps, de l'attention et de l'énergie, parce que la jeunesse, c'est le monde de demain. Donc, on en parle beaucoup, je pense pas seulement parce que c'est une question de mode, mais en Martinique, il se passe beaucoup de choses en ce moment, beaucoup de choses qui parfois nous font un petit peu peur et automatiquement, on se tourne vers les jeunes en essayant de comprendre dans quelle direction on va. La jeunesse, c'est l'avenir et on en a besoin. Et ce que tu fais, Louane, c'est extrêmement bien. Donc, la jeunesse comme la tienne, oui, elle nous fera avancer. Mais Louane, est-ce que tu te considères comme une privilégiée, c'est-à-dire ton parcours? C'est vrai, qu'est-ce que tu penses enfin, je peux poser la question. Il y a plusieurs jeunesses, on est d'accord. Et qu'est-ce qui fait, quelles sont les raisons? Il y a des conditions économiques. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, explique que tu sois à ce niveau-là, ou que tu as envie de t'intéresser à ce à quoi tu t'intéresses? Je pense que, sans vouloir être narcissique, ce qui fait que je sois là où je suis, c'est mon courage. J'aurais très bien pu dire que je ne voulais pas, me dire que je ne serais pas à la hauteur ou que je ne serais peut-être pas élue et que si je n'étais pas élue, ça ne valait pas le coup de le faire. Mais non, je pense que c'est mon courage, c'est ma détermination qui m'ont amenée là où je suis.
Et je suis ravie, franchement, honorée. J'ai répété ça des dizaines de fois. Je suis honorée et je suis surtout émue quand on m'appelle, quand je passe Madame la mairesse. Moi, je dis Madame la maire, mais il y a quand même un environnement. Ouais. Un environnement, par exemple, ta mère, peut-être ta famille, aussi l'école, parce que là, pour le coup, c'est la directrice de l'école, du collège qui a dit, bon, il y a quelque chose. Donc là aussi, il y a un environnement qui favorise. Dernièrement, on recevait 2 jeunes femmes qui sont membres d'un équipage de YOL aussi. Mais elles étaient aussi un peu drivées par un enseignant, Christophe Dédé, à qui elles ont rendu hommage. Donc il y a quand même un environnement qui est Oui, aussi... bien sûr. qui accompagne en fait finalement un tempérament, non? Oui, bien sûr, parce que sans mon établissement, je n'aurais jamais pu avoir l'occasion de faire ce parcours-là. Sans mes parents, je n'aurais jamais pu faire ce parcours-là non plus. Donc oui, bien sûr que mon environnement a beaucoup joué dans ma prise de décision et également dans le parcours que je poursuis aujourd'hui. Parce qu'on a vécu l'année dernière, par exemple, des événements où était mise en avant la jeunesse, une certaine jeunesse qui était, comment dire, qui se disait pour partie désespérée, parce qu'on met le doigt sur l'absence de perspective, le fait que les jeunes partent, le fait que... dernièrement, j'entendais une jeune qui disait, certains jeunes disent, il n'y a rien en Martinique, il n'y a rien en Martinique. Mais elle dit, bon, comme il n'y a rien en Martinique, il faut créer des choses. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis à cette jeunesse-là? Ou aux jeunes comme toi, mais qui n'ont pas forcément... qui ne sont pas dans la même voie, peut-être privilégiés? Est-ce que privilégié, tu acceptes le terme? Non. Je me sens privilégiée par rapport à mon rôle et par rapport à mon jeune âge d'avoir une responsabilité aussi grande. Mais je trouve que quand on veut, on peut. Et que si franchement on est en Martinique et qu'on veut faire des choses, on veut changer, on veut créer et on veut donner à la Martinique un petit coup frais, un petit coup de jeune, il faut se donner les moyens. Et quand on se donne les moyens, tout fonctionne. Se donner les moyens, c'est quoi du coup? Se donner les moyens, c'est quoi? Avoir l'envie, être déterminé, s'entourer des bonnes personnes. Pour moi, c'est ça, se donner les moyens. Il ne faut pas désespérer, il faut avoir du courage. Parce qu'il y a un terme que tu as employé quand même. Et le courage, il faut se le donner. Exactement. Mais est-ce que tu conçois quand même qu'il y a des situations où on peut ne pas avoir de courage? Oui, c'est si vrai. On est dans une famille où c'est difficile, on peut être dans des conditions où on a du mal à se remobiliser, non? Alors, on a l'impression qu'il faut être des Jedi et qu'on est tous des Jedi potentiellement, mais des fois, on est dans des... Par exemple, les chefs d'entreprise qui viennent te voir, des fois, ils peuvent avoir perdu la foi, non? Bien sûr. Et quand ils viennent, ils disent aidez-moi. Donc Bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien employer le terme écosystème. Je pense que le jeune, quel qu'il soit, en fait, il va aller dans une direction ou dans une autre en fonction aussi de son environnement, de l'écosystème dans lequel il évolue. Bien évidemment, la personnalité joue. Et d'ailleurs, statistiquement, il y a des jeunes qui viennent de quartiers ou de conditions défavorisées, qui réussissent et Bien qui sûr. portent de super projets. Mais si en plus on a une famille, on a l'exemplarité des parents, on a aussi des moyens, et puis un réseau, ça va beaucoup plus vite. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut... Alors, quand l'environnement est là, il n'y a plus qu'à, mais pour beaucoup de jeunes, l'environnement n'est pas là. Et donc, je pense que c'est important aussi de travailler sur cet environnement-là, de ces jeunes-là, parce que c'est eux qui, pour le coup, perdent espoir, en fait, perdent la foi et tombent, basculent dans des travers... Mais moi, ce que je retiens aussi de l'engagement, de vos 2 engagements, et celui de Louane qui est jeune, c'est qu'elle est tournée vers les autres. C'est-à-dire qu'il y a un côté narcissique quand même, parce que je suis Madame la maire, etc. Mais en même temps, c'est ta gratification. Et tu as le droit de trouver ça intéressant, hein, bien sûr. Mais elle est tournée vers les autres. C'est-à-dire que se tourner vers les autres, c'est aussi un moyen d'être dans l'action aussi, Bien effectivement, mais il faut cet accompagnement. Mais alors, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les actions associatives, dans les quartiers d'ailleurs, et parfois les associations sont fermées, les associations cessent de les accompagner. Ça, c'est une problématique aussi. Dans certains quartiers populaires, il y a des associations qui fonctionnaient et qui ne fonctionnent plus. Et ça, c'est un problème. Donc, comme tu dis, il y a un environnement à créer, c'est ça. Oui, et puis après, il y a, dans cet environnement, puisqu'il est constitué de différentes choses, mais il y a la notion de valeur, parce que se tourner vers les autres, pour moi, ça, c'est une question de valeur. Et je suis sûre que tu les as retrouvées, ces valeurs, dans ton éducation, et moi également. Moi, pourquoi je fais de l'associatif? C'est parce que je veux faire ma part. Et je pense que chacun, finalement, quels que soient ses moyens, qu'ils soient matériels ou même physiques, etc., il peut faire sa part, à son niveau, avec ses petits moyens. Et ça, c'est
c'est quelque chose qu'on peut enseigner n'importe où, en fait, et quel que soit le contexte. Donc, cette notion de valeur, je pense, compte. Et plus on en parle, plus on les amènera également, hein, là où peut-être il y en a un petit peu moins, et plus on pourra avancer. Oui, c'est dans le collectif. Ouais. Alors, 2 mots sur Impact Plus. Parce que je l'ai googlisé, je suis allée voir Réseau Entreprendre, Impact Plus, j'ai vu qu'elle avait fait chimie, etc. Donc c'est un concours. Donc vous l'avez lancé en 2021, c'est fini ou bien c'est... Non, c'est fini, mais c'est un concours qu'on a lancé parce que alors, Réseau Entreprendre accompagne des porteurs de projets, donc des nouveaux chefs d'entreprise, et Réseau Entreprendre organise des événements également pour favoriser l'entrepreneuriat, pour pousser finalement tout un chacun à entreprendre. Un petit peu comme toi, il faut avoir de l'énergie et décider de faire quelque chose pour son territoire. Et donc, on essaie de le pousser par différents événements. Et Impact Plus, c'est un concours que nous avions organisé parce que dans notre accompagnement, les notions d'impact environnemental et d'impact social sont importantes. On pense qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, comme dans le monde civil d'ailleurs, hein, la question de son impact au niveau environnemental, au niveau social, son impact sur la planète, sur les gens, doit finalement se poser, quoi qu'on fasse. Et ça, excuse-moi de t'interrompre juste, c'est aussi une notion un peu marketing, ça, les RSE, c'est... Alors, pour beaucoup, ça l'est. Responsabilité sociale, environnementale, écologique, en fait. C'est sûr. Pour beaucoup d'entreprises font ce qu'on appelle du greenwashing. Greenwashing, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir se rendre plus verts, plus écolos qu'ils ne le sont, quoi. C'est ça. Ils font des bêtises et puis C'est derrière, ça. ils vont faire de la com pour dire « Oh, on est bien, on est bien ». Exactement. Mais l'Impact Plus au sein de Réseau Entreprendre va beaucoup plus loin. Ce qu'on croit fortement au sein de Réseau Entreprendre, c'est que au sein des entreprises, on a des moyens, on a les budgets des entreprises sont souvent plus élevés que les budgets des particuliers, et que ces moyens doivent être utilisés également pour le bien de la planète et pour le bien de l'humain. Et que c'est presque un devoir aujourd'hui du chef d'entreprise. Ce n'est plus juste une question de citoyen, c'est une question également qui se pose au sein de l'entreprise. Donc, il ne s'agit pas juste de montrer qu'on fait 2-3 petites choses bonnes pour l'environnement, pour l'humain. Il s'agit vraiment parfois de repenser son modèle économique et de se demander, bon ben voilà, moi mon projet il est celui-là, mais qu'est-ce que je peux intégrer dans mon modèle pour diminuer mon impact sur l'environnement et mon impact sur l'humain, ou plutôt pour accroître mon impact positif sur l'environnement et sur l'humain. Et nos chefs d'entreprise martiniquais, donc c'est une forme d'innovation aussi, en tout cas, et de révolution un petit peu culturelle, entrepreneuriale. C'est une nouvelle façon d'entreprendre. Ils y vont. Ils y vont, je dirais, au même rythme que les chefs d'entreprise métropolitains, ou enfin voilà, ni plus ni moins. Mais ils devraient y aller parce qu'on est une île, et que sur une île... Puis on n'a plus tellement le choix, parce que le GIEC nous dit que c'est dans les 3 ans, on sait que les jeunes vous disent, mais dans les 3 ans, on est mort. On va ressentir les effets du réchauffement climatique certainement plus fort que dans d'autres régions. Donc, mais on les sent, là. Et on les ressent déjà, oui. Ça te préoccupe? C'est une question qui te préoccupe? Le réchauffement climatique? Oui. Oui. Ça te paraît pas loin, j'ai l'impression, non? 14 ans peut-être, ça te paraît peut-être... Assez, oui, mais j'en apprends tous les jours, vu que comme je suis à l'école, on en parle beaucoup, et j'entends beaucoup de choses à la mairie ou des choses comme ça. Donc oui, bien sûr que le réchauffement climatique me parle. Et c'est vrai que oui, on les ressent beaucoup. Alors, personnellement, moi, je trouve qu'en Martinique, pour l'instant, on ne les ressent pas trop. Les effets? Oui, mais je trouve que Irma et puis... c'était quoi? Irma et l'autre, là, Maria, en 2017... Tu te rappelles, tu étais il y a 5 ans. Tu avais 9 ans, mais c'était chaud. Hein, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et puis les saisons aussi, la saison sèche qui dure longtemps. Oui, c'est vrai que pendant le carême, il pleut maintenant. Ah oui, pendant le carême, il a plu. Pendant le carême, il pleut. Et puis là, c'est peut-être... Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique, la brume de sable? On ne sait pas. Ou les sargasses, peut-être? Alors... je ne sais pas. Je ne suis pas une spécialisée sargasse, ni de la brume de sable. Non, j'ai demandé ça à la chimiste, mais elle n'est pas spécialiste. Mais je pense que... pas des sargasses en particulier, mais je crois que les sargasses sont liées quand même aux activités humaines en Amérique du Sud. Et au rejet, à la pollution qui se fait en Amérique du Sud. Donc, ce n'est pas le réchauffement climatique, mais c'est l'environnement. Oui. Et la brume de sable... C'est vrai qu'elle n'est pas météorologue ni spécialiste du GIEC. Excuse-moi, Laurence. Par contre, j'ose une question. Comme tu es chimiste, je profite. Les sargasses, l'histoire d'émanation hydrogène, on ne pourrait pas faire du carburant, de l'énergie avec ça? Mais certainement, et on a en fait qui fait sa liste de courses. Mais on a beaucoup de personnes en Martinique, notamment des jeunes qui font de la recherche là-dessus. Moi, je suis persuadée que ça va bouger très très vite, parce qu'en Martinique, comme en Guadeloupe,
C'est un vrai problème. D'une part, c'est un problème, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui se mobilisent. Donc c'est comme pour tout, hein, une fois qu'on met les moyens, on y arrive. Voilà. Et ces personnes ne sont pas toujours soutenues. Donc il est important d'en parler parce C'est que il y a des cerveaux qui se positionnent Bon. là-dessus et qui font en sorte d'avancer les choses. Prochain sujet, Sargasses. Je me note ça. Il faut que je cherche. Alors, je crois qu'il y a une réunion d'ailleurs de Monsieur Sargasses ou quelque chose comme ça. Donc, on va chercher parce que c'est vrai. Enfin, moi, je me dis, enfin, j'en profite, comme tu es chimiste, je me dis peut-être qu'on peut créer, effectivement, on parle d'hydrogène. Utiliser nos ressources, pour, Éventuellement. nos faiblesses pour en faire nos forces. C'est ça. Exactement, exactement. Ça, c'est Et un modèle aussi marketing. Ça. Oui, mais ça fonctionne en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que créer de la richesse à partir de déchets, ça fonctionne. On en avait parlé d'ailleurs à l'époque du concours. On a fait venir, à Réseau Entreprendre, on a fait venir Gunther Pauli. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est le chantre de ce qu'on appelle l'économie bleue et qui consiste à justement utiliser les déchets comme ressources pour fabriquer de nouvelles choses. Et ça, enfin, c'est pas, enfin, je pense que si tu l'as dit, c'est que tu es un petit peu au courant. C'est pour moi une des solutions. Bien Une sûr, des mais solutions. Et les sargasses s'inscrivent complètement dans cette démarche. Quand on parle de transition énergétique dans laquelle on devrait être plus prompt et plus rapide, on parle aussi de recyclage des déchets. Tout à fait. Ça inclut aussi ces questions-là. Juste pour Réseau Entreprendre, oui, je voulais parler du financement. Tu nous as parlé tout à l'heure des prêts d'honneur. Oui. D'où vient l'argent que vous donnez et combien vous donnez et à quelles conditions parce que c'est des prêts à taux zéro, mais c'est des prêts à rembourser, je suppose. Ah oui, ce sont des prêts, ce ne sont pas des dons. Alors, donc, nous ne sommes pas un institut financier, hein, donc nous n'allons pas chercher les sous sur les marchés financiers. Nous allons toquer à la porte de privés comme de publics. Nous leur demandons donc de nous faire des avances de fonds. Voilà. Et nous créons comme ça un fonds de prêt, donc une enveloppe, on va dire, hein, de fonds que nous utilisons ensuite pour prêter des prêts d'honneur donc, à nos lauréats. Les montants des prêts vont entre 15 000 et 100 000 euros. Et ce sont des prêts sans intérêt, sans garantie. Donc, ce qui fait vraiment la différence hein, avec le prêt qu'on obtiendra dans une banque, et qui sont attribués à la personne et pas à l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on accompagne le porteur de projet. Ce qu'on veut, c'est pas créer des entreprises finalement, mais c'est créer des chefs d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise, on veut créer des entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur, il va créer une entreprise un jour, et puis demain, il va peut-être en créer une deuxième, puis une troisième. Donc, on veut vraiment travailler sur la personne, la personnalité et les compétences de la personne pour qu'elle puisse créer une, voire plusieurs entreprises. Et que si demain, son entreprise ne fonctionne pas, parce que ça peut arriver, et ça peut arriver à n'importe qui, hein, c'est pas lié juste aux compétences, ça peut être lié aussi à un environnement, à un contexte, mais que cette personne puisse rebondir. Donc, on travaille sur les personnes, et donc nos prêts, ils sont attribués aux personnes qui ensuite peuvent utiliser cet argent au sein de leur entreprise, bien évidemment, c'est l'objectif. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, j'avais une question par rapport au fait qu'il ne démarre pas comme il souhaiterait le démarrer et que même en rebondissant, il a toujours du mal. Est-ce que les prêts, comment ça fonctionne s'il n'arrive pas à rembourser son prêt ? Alors, je parlais tout à l'heure de valeurs, et parmi nos valeurs, on a la valeur de la bienveillance. Donc, on fera tout pour ne pas acculer, pour ne pas écraser le porteur de projet. Et donc, s'il démarre son projet et que, bon, il n'arrive pas, au bout de quelques années, ça ne fonctionne pas, eh bien, bon, il devra quand même rembourser, mais on va l'accompagner. Et on va, on va discuter avec lui, et on va faire en sorte quand même de lui permettre de rembourser de façon peut-être un peu aménagée. Maintenant, c'est important quand même qu'il rembourse, parce que ce sont les remboursements de nos lauréats qui nous permettent ensuite de soutenir d'autres lauréats. Projets. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas chercher des fonds sur les marchés financiers, on n'en a pas de façon... illimité. On est 70 chefs d'entreprise. Les 70 n'accompagnent pas forcément les lauréats. Parmi, il y en a qui vont chercher des fonds. C'est-à-dire, voilà, on a besoin, au sein de l'association, de prendre du temps pour aller chercher les fonds. On a besoin de signer des partenariats et d'organiser tout ça pour, in fine, avoir quelque chose à prêter à nos porteurs de projets. Vous avez un site internet, Laurence. C'est quoi, c'est Réseau Entreprendre ? C'est... Bon. Réseau, on va essayer de le mettre. On tape Réseau Entreprendre Martinique sur Google. Voilà. Et on trouve. Et on a une page LinkedIn, par contre. Ah oui, LinkedIn, oui. Et une page Facebook également. Enfin voilà, on est présent sur les réseaux sociaux. Et puis c'est un réseau national, non ? Alors oui, c'est pas que une fédération. Voilà, c'est une fédération d'associations qui existe en France,
dans les dom-toms, mais également à l'étranger. Donc c'est français à la base, ça a été créé par un Français en 1986, sur le principe que l'idée c'était de créer des emplois. Et ce qu'il s'est dit, le créateur, c'est que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Et donc il a demandé, c'était un chef d'entreprise qui à un moment donné s'est retrouvé bien malgré lui, il a licencié 600 personnes. C'était André Mullier, de la famille Mullier en 1986, il a licencié 600 personnes. Il s'est senti très mal et il s'est dit mais qu'est-ce que je peux faire en fait pour me rattraper presque. Et là, il est allé voir des copains chefs d'entreprise et il leur a dit bon ben voilà, venez avec moi et à chaque fois qu'on aura un porteur de projet sur notre territoire, c'était dans le nord de la France, on va l'accompagner et on va l'aider. Donc il a créé comme ça une chaîne de solidarité entre chefs d'entreprise. Et ça a fonctionné parce que tous les porteurs de projets qui ont été accompagnés, eh bien leurs projets, ils ont fonctionné, ils ont duré dans le temps. Et donc à partir de là, d'autres associations ont été créées un peu partout en France et donc également en Martinique et ailleurs dans le monde. Et ça fonctionne vraiment très très bien parce que 85% des entreprises qui sont accompagnées par nous passent la barre des 5 ans. Alors que lorsque l'on n'est pas accompagné, il faut savoir qu'en France, moins de 25% des entreprises passent la barre des 5 ans. Donc l'accompagnement et donc la solidarité entre chefs d'entreprise, ça fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression qu'on encourage beaucoup, tu vois, on encourage par exemple les personnes à la recherche d'emploi de créer leur propre entreprise. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? En fait, on a l'impression voilà, qu'on veut vulgariser finalement l'entrepreneuriat. Est-ce que tout le monde peut être chef d'entreprise? Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que tu en penses? Alors non, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, hein, on le disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut une personnalité et puis il faut aussi avoir l'idée. Hein, il ne s'agit pas de créer pour créer. Donc non, tout le monde ne peut pas le faire. Par contre, on encourage à le faire, à commencer par nous, Réseau Entreprendre, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est difficile et que c'est impossible. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est pas facile. C'est difficile et je pense personnellement qu'en Martinique, notre histoire, notre contexte, notre situation géographique font que c'est encore plus difficile, moi je pense, de créer en Martinique que de créer en France métropolitaine. En revanche, il faut y aller. On en a besoin, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées. Donc, si ces personnes ont des idées et puis ont une personnalité, ont du courage, tu en parlais tout à l'heure, et surtout ont une envie forte, il faut l'envie, il faut y aller. Parce qu'il y a des choses à faire. Il faut juste un peu de méthode après. Il faut de la méthode. Et après, il faut de la méthode. Et alors, nous, on intervient quand on a quand même déjà, quand le porteur de projet a déjà quand même un petit peu réfléchi à son modèle économique. Quand il a réfléchi à son modèle économique, il vient nous voir. Après, sur le territoire, il y a d'autres organismes qui peuvent accompagner un peu plus en amont sur l'idée de la création. Oui. Donc, il y a des structures qui existent. Nous, on travaille avec tout le monde. On n'est pas concurrents des autres. Non, 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 non. Ça, au contraire. On est nombreux à vouloir soutenir l'emploi et il faut qu'on travaille ensemble. Il y a un écosystème, comme on dit. Il y a un écosystème de gens qui accompagnent, qui aident. Qui fonctionne, parce qu'il a des résultats. Et donc, le message principal, ce n'est pas de dire tout le monde doit créer, parce que non, ce n'est pas possible. Mais par contre, qu'on a une idée, qu'on a de l'envie et qu'on a du courage, il faut y aller parce qu'il y a des choses à faire. Il nous reste peu de temps. Je voulais poser une question à la politique, là, citoyenne qui est à ma gauche. Louane, qu'est-ce que tu penses des taux d'abstention aux dernières élections? Toi qui t'engages, donc même si ce n'est pas la vraie politique, hein, mais tu as observé un petit peu les taux d'abstention aux dernières élections territoriales, municipales, présidentielles, législatives ou... Oui, j'ai vu. J'ai vu que c'était assez important parce que maintenant, beaucoup de jeunes, du coup, parce que les moins jeunes sont habitués à aller voter, beaucoup de jeunes notent qu'il n'est plus trop important de voter parce que je pense, selon moi, qu'on répète toujours la même chose au fil des années quand on veut se faire réélire. On promet et que lors de l'élection, on est élu et que nos promesses, finalement, ne sont pas abouties. Et je pense que les jeunes ont tellement remarqué ça avec leurs grands-parents, leurs parents ou des générations avant qu'aujourd'hui, ils n'y croient plus. Ils veulent qu'on leur montre qu'on a promis et que quand on a promis, on fait tout pour tenir nos promesses et pas des paroles en l'air pour convaincre les gens de voter pour nous. Je pense que c'est une des parties qui justifie l'absentéisme au niveau du vote. L'abstention, au niveau du vote. Donc toi, tu vas tenir tes promesses? Oui, bien sûr. Il nous reste 3 minutes. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé, mesdames? Louane, quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Wow. Je ne saurais vraiment pas dire. Je te laisse réfléchir.
Je donne la parole à Anne-Laurence. Alors moi, je ne vais pas être très, très originale. Hein. Je pense mon père, parce que c'est celui que j'ai le plus côtoyé pendant mon enfance. Et je pense qu'il a largement contribué à qui je suis aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il incarnait? Qu'est-ce qu'il a incarné à tes yeux? Donc l'entrepreneur, oui, mais Alors, encore. il a incarné le courage et puis également l'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de contourner, de dévier. Et il a, en tout cas à mon sens, hein, de mon point de vue, il a toujours voulu respecter les règles. Et je pense que c'est important. Voilà. Ok. Je vais juste excuser la petite erreur qu'il y a dans l'orthographe de ton nom. Je viens de m'en rendre compte. Il y a un E à Ebader. Oui. Donc, il y a un E à son nom. Donc Ebader. Voilà, donc c'est corrigé. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir, Louane? Oui, moi j'aurais dit deux, mon père et mon grand-père, parce que c'est toujours deux personnes qui m'ont poussée, qui m'ont jamais dit. Quand j'ai parlé de ça à mon père, il m'a fait « c'est pas vrai ». Alors là, je suis derrière toi, fonce, vas-y, tu as mon soutien. Il a été là à l'élection et il avait l'air tellement heureux. Et mon grand-père aussi, il m'a appelé quelques heures avant l'élection. Il m'a dit, j'ai confiance en toi, tu vas faire de grandes choses, sois courageuse. Et vraiment, je pense que c'est ceux qui me poussent à aller plus loin, c'est l'amour et l'affection de ma famille et de mes amis. Mais au-delà de maire junior, donc conseil municipal bis de Fort-de-France, tu nous as dit que tu voulais être prof, mais tu vas faire de la politique aussi. J'espère que grâce à mon statut aujourd'hui, je pourrai encore davantage, en grandissant, changer de nouvelles choses. Mais mon principal projet que je veux aboutir, c'est vraiment ma formation d'enseignante. D'accord. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme. C'est la dernière ligne droite. Ça s'est passé vite, non, Anne-Laurence? Très vite. Ouais. Ça s'est bien passé? Super. Parce qu'elle était là, elle dit ouais, moi j'aime pas ça et tout ça. Non, non, c'était moins douloureux qu'imaginé, non? J'avoue que c'est passé tout seul. Et voilà. Et ce serait quoi le mot de la fin, le mot de la forme pour toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Mais moi, je pense qu'il faut que... Alors, déjà, faire sa part. Moi, je crois beaucoup au conte amérindien du colibri. Et je pense que chacun doit faire sa part. Et ensuite, je pense que les femmes, de manière générale, peuvent faire beaucoup. Historiquement, elles ont toujours été, beaucoup été en retrait au niveau des droits civiques, au niveau de beaucoup de choses. Et je pense que les femmes doivent avoir confiance en elles. Comme les hommes de ta vie t'ont donné confiance en toi, en t'encourageant. Et puis sa maman aussi. Et puis ta maman. Voilà, on a parlé des hommes parce que c'est la question rituelle, mais il y a maman aussi derrière. Mais je pense qu'il faut avoir, je pense que nous femmes, il faut qu'on ait confiance en nous parce que on peut apporter beaucoup à ce monde-là. Voilà, on peut faire notre part au même titre que les hommes. En tout cas, merci d'avoir été là. Alors, le mot de la forme, ce serait quoi, Louane? Pour moi, ce serait de dire que quand on a un projet, toujours foncer. Ça veut dire que si notre projet est important pour nous, c'est qu'il peut être important pour tout le monde, de ne jamais se laisser décourager, de dire que mon projet il est important. Alors j'y vais et personne ne me découragera. On va s'arrêter sur ces beaux mots de Louane. Merci de nous avoir suivis. Merci Anne-Laurence, merci Louane. Merci d'avoir été avec nous là, sur le plateau, avec le téléspectateur et les téléspectatrices de Zitata. Moi, je vous retrouve sur Zitata dans un prochain épisode de Forme avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. À bientôt, merci. Au revoir. Femme. 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 Femme.